Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Tous les matins, vous nous regardez également à la télévision. Merci à vous qui nous rejoignez sur Fraternité FM. Du côté de Mamou, vous nous écoutez là sur 95 à modulation de fréquence. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Dans un instant, je me ferai plaisir évidemment de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Les coordinations régionales au cœur de l'actualité ces derniers temps. Les crises fréquentes en région forestière. Des conflits ouverts en Basse-Côte entre sages par le fait donc des politiques. Les autorités morales se politisent à outrance et prennent position pour les différents groupes qui bataillent pour le pouvoir. À chaque période électorale, ces dernières années, les patriarches montrent de plus en plus leur incapacité à se mettre en retrait du jeu politique. Les intérêts sont immenses. Chaque leader leur proposerait énormément d'argent. Les intérêts donc qui provoquent des violences. Et pour les empêcher de fragiliser donc davantage le tissu social, le Parlement guinéen a adopté une résolution et celle-ci devrait donc encadrer leur action auprès des différentes communautés. Nous en parlons ce matin évidemment avec notre invité dans ce studio, mesdames et messieurs, qui n'était autre que le président de la ZECI. C'est monsieur Mohamed Souma que nous allons avoir en studio et si tout va bien, maître Pépé Koulemou. J'en doute fort. On en parlera aussi de cette actualité, cette dame, ce cri de cœur, on va dire comme ça, le responsable donc de la mobilisation du Front national pour la défense de la Constitution entame son 13e jour de grève de la faim à la maison centrale de Conakry. Oumar Silla, alias Foniki Mangué, qui réclame donc un procès, proteste ainsi contre une détention provisoire prolongée. Son épouse est dans la lutte. Awadjan Doucouré alerte que son époux en détention est malade, très malade. Nous allons l'entendre ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions évidemment ce matin avec les vrais gens. Les auditeurs, ils sont très nombreux à nous écrire évidemment. Mon cher Amadoussou, on part avec ce premier message qui nous parvient. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe des GG. C'est Ibrahim Akapelo Cissé. Les coupeurs de route, les coupeurs de route sont devenus donc les rois du terrain et dépouillent donc les pauvres citoyens de leurs biens. Où sont les corps habillés? Ils posent la question: qu'Allah sauve notre pays, la Guinée. On va rester dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, c'est Ibrahima depuis la Carrière. Pourquoi il y a beaucoup de pick-up sur l'axe? Il pose la question. Les coupeurs de route sont en complicité avec les gendarmes. Pourquoi pas pourquoi ils font pas de tour? Je comprends pas, sincèrement. Allez, nous partons avec ce autre. Je réponds au nom de Kourouma Fantagbe. Vraiment, disons la vérité, l'insécurité est devenue en Guinée le numéro 1 des choses, alors que l'État doit savoir que la sécurité du pays, c'est d'abord le plus important. Voilà, j'essaie de reformuler, sinon c'est assez compliqué. On y va avec cet autre aussi qui nous écrit. Il s'appelle Tommy. Bonjour les grandes gueules. En ce qui concerne l'insécurité en Guinée, moi personnellement, j'ai entendu un agent de la gendarmerie dire qu'ils sont riches à travers ces bandits. C'est pourquoi j'ai une énorme inquiétude pour notre pays. Donc c'est un auditeur qui témoigne ce matin. Est-ce vrai? Gros point d'interrogation. Diallo, monsieur Diallo, enseignant dans une école publique de la place, s'il vous plaît, appelez le ministre du budget pour savoir pourquoi nos primes retardent encore. Voilà, lui il s'inquiète un petit peu. Donc c'est un enseignant qui nous envoie ce message. Bonjour les grandes gueules. Apparemment certains journalistes cherchent vraiment la tête du général Baldé, Isiaga Barry, qui nous envoie ce message. On reste avec ce autre, un dernier, et je m'en vais avec les tweets. Bonjour les grandes gueules. À l'instant T, à la Maï, les conducteurs tricycles sont en grève dû au comportement donc de la police. On a besoin de vous, il n'y a pas de problème. Je passe la télé est déjà sur place. Allez, on va rester avec maintenant les tweets sur le hashtag Espace GG évidemment. Beaucoup de tweets ce matin avec la complicité évidemment de Kabine Kondé, de Nalaï Sidibé et de Malissila du côté de la régie. On y va avec ce premier qui nous écrit, Ousmane Kalakoubari, qui nous écrit sur Twitter: bonjour les grandes gueules, les coupeurs de route sont devenus
les maîtres des routes guinéennes. Vraiment, on a appelé l'État à réagir pour éviter le pire. Bonne journée à vous, merci beaucoup. Le peuple frustré aussi qui nous écrit. C'est peu de dire, mais la question sécuritaire reste une problématique où aucune réforme réaliste n'a été apportée. On a comme l'impression qu'il y a une passation de pouvoir entre gendarmes et coupeurs de route. Il faut revoir la copie pour pour la rendre propre. Voilà, c'est Peuple frustré qui nous envoie ce message. On va rester avec cet autre Diop le critique qui nous écrit aussi sur Twitter. Ces coupeurs de route sont une portion de nos hommes armés. Sinon, comment un coupeur de route peut détenir une arme PMK sans que cette armée ne transite entre nos agents? Je comprends pas, voilà. Il se pose des questions, ce Twitter. On a Mohamed le politologue aussi qui nous écrit c'est agaçant, sérieusement, la mine. Au barrage, il y a plus de contrôle sérieux puisque ces coupeurs de route passent par là. Voilà, merci beaucoup. Lucien Blémont qui nous écrit croyez-vous vraiment en cette lutte contre la sédentarisation à des postes? Il pose la question. Un père qui veut une bonne éducation pour ses enfants donne l'exemple lui-même d'abord. En plus des barrages et motos, ou si on mise en tout cas sur les drones qui n'ont pas besoin de carburant. Voilà, c'est Lucien qui nous envoie ce message. Mais le drone aussi ne peut pas faire plus de 10 km quand même. Voilà, Lucien. Voilà, je pense que tu n'es pas vraiment branché technologie, toi. On y va avec Mamadou Ba qui nous écrit, évidemment aussi, qui nous écrit parce qu'il pense peut-être que les drones, ça peut faire jusqu'à 50 km, quoi. C'est pas possible. Allez, on y va avec Mamadou Ba qui nous écrit la radio qui nous parle chaque matin et qui parle de nous. Voilà, merci beaucoup à vous. Excellent Silla qui nous écrit bonjour les GG. Ce que vous appelez par checkpoint ne sont en réalité que des barrages gérés par des gendarmes racketteurs. Entre Koya et Mamou, il y en a 7. Tu n'as pas de carte d'identité, eh bien, tu payes 10 000 francs. Ce pays est malade. Voilà. On a Karim Kamara aussi qui nous écrit Général Baldé n'a pas la main libre. Il ne peut rien faire pour la gendarmerie malgré sa compétence dans le domaine. C'est Karim Kamara qui nous envoie ce message. Fama National, lui, s'est fait appeler comme ça sur Twitter, qui nous écrit également. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit, lui bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Eh bien, je pense que la gendarmerie fait le bon boulot sur le terrain, mais le problème est que c'est que les coupeurs de route savent souvent travailler avec les dockers qui sont dans les gares. Dans les gares voitures. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Voilà. Allez, on y va avec un autre qui nous écrit. Maki de Dar es Salaam. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est la même chose qui s'est passé en Guinée, mais ça a moins offusqué. Et d'ailleurs, on a qualifié Alpha Condé de meilleur politicien. Si Trump était guinéen, vous allez le qualifier d'un excellent politicien. Alpha Condé a utilisé l'armée pour s'imposer. Maki qui nous envoie ce message. On y va avec Mamadou Baldé aussi qui nous écrit bonjour la voix des sans-voix, notre pays est vraiment en danger, les manifestants violentés, les coupeurs de route et la corruption, voilà, tout y passe. Merci beaucoup. On a cet autre aussi, lui s'appelle Boubacar Yele Gay Diallo qui nous écrit bonjour les grandes gueules, s'il vous plaît intéressez-vous à cette brigade mobile installée sur le long de la nationale Conakry-Mamou. Je me demande pourquoi avoir des documents de son engin si au niveau de chaque barrage il faut payer de l'argent. Voilà, lui il nous pose la question, mais filmez ces gens là et envoyez-nous des images. Je vous ai dit ça, c'est aussi simple que ça. Voilà, si on vous embête, vous avez tous des smartphones aujourd'hui, filmez-les et puis c'est plus simple. Allez, on y va avec cet autre aussi qui nous écrit, lui c'est Ibrahima Kamara. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Personnellement j'aime Trump, c'est un républicain qui vient au pouvoir sans autant s'aimer la guerre dans le monde entier et particulièrement en Afrique. Voilà, c'est Ibrahim Aziz Kamara qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi. Voilà, beaucoup de messages ce matin. Malheureusement,
On s'arrête là-dessus et nous allons continuer l'émission, évidemment, dans un instant avec vous, Mafoudia Bangoura, parce que vous tenez à ce sujet. Et on parle de chicha ce matin, Mafoudia. Ben oui, il y a eu cette décision conjointe signée des ministres de la Sécurité et du Commerce qui interdisent, qui notent l'interdiction, la distribution et la commercialisation de la chicha. Qu'est-ce qui est si drôle dans ça, Lamine? Mais... C'est drôle parce qu'on veut amuser un petit peu la galerie, quoi. Déjà, les restaurateurs, tout le monde pleure aujourd'hui. On n'a pas trouvé mieux que d'interdire ça. C'est n'importe quoi. En tout cas, il y a un bon nombre de Guinéens qui n'est pas contre, qui est plutôt pour la réglementation, mais qui se dit quand même qu'il y a d'autres problèmes auxquels on pourrait s'attaquer, qui pourraient être des priorités. Mais déjà sur ce document, on voit que les ministres ont signé à la date du 5 janvier et l'interdiction date du 4 janvier. Et hier, le communiqué est sorti à la date du... Hier, c'était le 6, si je ne me trompe pas. Oui. Mais toujours est-il que, comme je le disais, aujourd'hui, ce que les Guinéens se demandent, c'est est-ce qu'il fallait interdire la distribution, la commercialisation et l'importation, ou bien il fallait réglementer. Réglementer, pour beaucoup, il fallait réglementer parce qu'il y a des Guinéens qui vivent, pas que des Guinéens, d'ailleurs, c'est à travers le monde entier, par exemple, ceux qui tiennent des bars de chicha et autres. Mais de l'autre côté, on peut comprendre l'inquiétude des autorités parce que c'est pas que la Guinée. Dans beaucoup de pays, les autorités ont eu à se prononcer sur la consommation de la chicha. Et beaucoup sont passés par... Mais ce n'est pas une première non plus qu'on prenne des décisions comme ça. Ici, exactement. Bah oui, voilà. Donc, du coup, l'application, déjà, c'est un autre débat parce qu'il ne s'agit pas de prendre la décision. Maintenant, pourquoi je parle de la réglementation? Ceux qui ont pu réglementer, ça permet par exemple d'avoir des endroits précis, de pouvoir contrôler la tranche d'âge qui a accès à ces endroits, parce que quand on prend la consommation de la chicha, il est avéré que c'est assez nocif plus que la cigarette. Et aujourd'hui, lorsqu'on a des plus jeunes qui s'adonnent à la consommation, c'est bien normal que les autorités s'y interdisent. Mais encore une fois en Guinée... La plupart de ces ministres même sont des consommateurs de chicha. Mais quand on est adulte, on a le droit de consommer ce qu'on veut, parce qu'on sait déjà ce que nous consommons et nous engageons à subir les conséquences. Ça, c'est le choix personnel. Maintenant, les plus jeunes que les autorités, que les parents, tout le monde est censé protéger. D'où, moi, mon appréciation. Mais encore une fois, le problème, ce sera l'application. On vient d'assister à une lecture de décision conjointe. Pour la suite, il ne faut s'attendre à rien parce qu'encore une fois, c'est la Guinée. Et ce serait dommage parce qu'il est quand même important de voir ça. Il y a les plus jeunes, des moins de 15 ans, 14 ans, qui se retrouvent un peu partout en train de prendre la chicha, il faut, je m'en sors même pas avec le mot. Il faut vraiment, je pense qu'il faut réglementer, mais déjà partir avec l'interdiction, ça dénote quand même de la suite qu'il faut donner à cette décision. Regardez vos lèvres depuis ça c'est une accusation. Non, ce n'est pas une accusation. Je n'ai jamais consommé. Non, mais parce qu'on m'apprend que la plupart des animateurs, des animatrices surtout... non, les animatrices des GGN ne consomment pas. Juste peut-être, comme l'a dit Mafoudia, je pense que c'est l'application... Ça va susciter beaucoup de questions. On est dans un pays où souvent on se réveille un beau matin, on prend des décisions. Mais je pense qu'en amont, d'abord, il faut faire une réflexion, une étude sur le terrain. Est-ce qu'en l'interdisant, ça n'a pas d'autres implications, pas sur le plan sanitaire, mais sur le plan économique? Je pense que ce sont des choses à y voir. C'est vrai que c'est un communiqué conjoint. Vous avez le ministère du Commerce, le ministère de la Sécurité, le ministère du Budget. Mais moi, je me pose la question parce qu'au niveau du ministère du Commerce, il y a le service Quantum aujourd'hui, la chicha, ceux qui l'importent, est-ce qu'ils ne sont pas en connivence avec certaines autorités? Parce que c'est beaucoup d'argent aujourd'hui, il y a une envie, mais c'est devenu une espèce de mode. C'est-à-dire que vous voyez les autres fumer et vous aussi vous venez vous fumer. Donc c'est comme un fait social. Chacun le fait. Vous avez déjà consommé ou pas du tout? Non, pas du tout. Et sans compter qu'avec les tubes, il y a cette contamination. Parce que c'est les mêmes tubes. Tu connais quand même Mafoudia. Là, mais on lit beaucoup. Et puis on regarde beaucoup de films. On risque des maladies, par exemple, je lisais ce matin, comme la tuberculose ou l'hépatite. Parce qu'après, c'est les mêmes tubes qu'on se partage et plusieurs personnes. Moi, je pense qu'il faut vraiment, cette décision, il y a de quoi, mais la suite... Moi, je pense qu'il faut interdire. Non, réglementer, je pense. L'interdiction. Réglementer, elle l'a dit, Mafoudia. Voilà, réglementer. Non. Allons-y, mon cher. Pardon. Il y a des décisions parfois fantaisistes dans ce pays. On le fait souvent pour se faire plaire. Parce que pour moi, c'est une décision qui ne va
être appliqué nulle part. C'est vrai. Ça va continuer. Ça va continuer. Ce sera des affaires entre les policiers et les consommateurs ou même les revendeurs. Parce que certains viendront sur le terrain, passer un deal pour dire que donne-moi telle somme, je te laisse faire ton commerce sans que ça ne soit appliqué sur le terrain. Ce que je veux dire, il fallait que la décision soit motivée. Qu'est-ce qui explique cette interdiction de la chicha? C'est quoi les dangers véritables liés à la chicha? Il fallait que les autorités soient à la télévision, sensibilisent sur les raisons pour lesquelles on l'interdit. Si un jeune consomme la chicha et que sa vie est en danger, il faudrait qu'il y ait une campagne de sensibilisation pour dire aux gens pourquoi nous interdisons. Mais on se lève un beau matin, dans la plupart des pays africains, la chicha est consommée. Beaucoup de pays à travers le monde consomment la chicha. Pourquoi je n'en veux l'interdire? Il faut qu'on nous l'explique parce que c'est aussi parce que c'est dangereux, Antoine. On a dangereux dit. Comment la mine? Comment? Comme la cigarette. L'alcool. Parce qu'il y a une usine d'alcool dans ce pays. Il y a les brasseries dans ce pays. Oui. J'entends les gens dire que l'alcool n'est pas bon pour la santé. Mais on fabrique l'alcool dans ce pays. On fabrique. J'entends les gens dire que la cigarette n'est pas bonne, mais on importe la cigarette dans ce pays. Alors, si la cigarette est dangereuse, l'alcool est dangereuse, et la chicha, c'est quoi le danger de la chicha? Qu'on nous l'explique. Il faut cette pédagogie quand même qui échappe. Tout ce dans quoi il y a l'abus est dangereux. Alors, mais il y a la chicha, il faut qu'on nous l'explique. Certes, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui de moins de 18 ans qui s'y adonnent, ce qui n'est pas recommandé, mais on aurait pu par exemple interdire aux jeunes de moins de 15 ans de consommer la chicha. Mais on ne peut pas. Plutôt interdire aux vendeurs de donner à ceux qui n'ont pas là. On ne peut pas brusquement interdire un tel produit en n'expliquant pas aux gens en quoi c'est dangereux. Parce que jusqu'à preuve contraire, pour moi, c'est un produit comme tout autre. Si la cigarette, est admise dans ce pays, l'alcool à plus de 18% est admis dans ce pays, c'est que la chicha doit être autorisée parce que des gens y trouvent leur compte. Merci, on ne peut pas l'interdire comme ça. Allez-y. Oui, moi, je me demande bien comment on va interdire. Ouais. C'est ça la question aujourd'hui. Mais il faut s'inquiéter. De toute façon, avec cette affaire de chicha, il y a une sorte de prolifération des chicha lounge aujourd'hui. Les gens, ils ouvrent des coins uniquement pour la consommation de la chicha. Et quand vous y allez, vous trouvez plusieurs types de chicha qui sont là. Vous demandez si c'est chicha love, si c'est chicha sweet, ainsi de suite. Il y a des c'est un spécialiste qui parle. Oui, je comprends. Il faut bien l'écouter. Oui, écoutez. Voilà. Je vous le dis. Donc ça chicha se consomme love. la nuit. Il y a chicha love, il y a chicha sweet, ainsi il y a beaucoup de types qui sont proposés. Ouais. Et quand vous allez également, vous avez des coins qui sont ouverts uniquement pour les chichas. Ouais. On les appelle les chicha lounge. Ouais. Et prenez Kipé, Tawiara, Toma et autres, vous trouvez des coins dans les cours. C'est seulement pour la consommation de la chicha. Même dans les espaces publics. On inhale tous. Alors, vous allez dans les boîtes de nuit. La chicha, on interdit de fumer dans les boîtes de nuit, mais la chicha est consommée. Mais vous entrez dans certaines boîtes par moment à 2h du matin, vous avez l'impression que on est dans un incendie. Non, c'est vrai. Hein. Vous pensez que c'est l'incendie qui s'est déclaré dans cette boîte. Faites le tour. Hein. Faites le tour parfois. Non, mais vous savez, il faut en avoir l'expérience. Oui. Il l'a dit. Hein. Il faut en avoir l'expérience. C'est un expérimenté qui parle ce matin. Quelle boîte de nuit? Donc, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Il y en a lycées qui abandonnent les cours, qui vont s'asseoir dans les chicha lounge pour passer toute la journée. Leurs parents les déposent à l'école et après le départ des parents, elles se livrent à la consommation parce que partout où vous allez aujourd'hui, vous allez trouver les chicha lounge et ça se consomme. Mais comment on va interdire? On va peut-être fermer les chicha lounge, mais il y a beaucoup également qui en ont à la maison. Ouais, c'est vrai. Qui en ont à la maison, qui en achètent et qui ne s'approvisionnent qu'en ingrédients pour la maison. Mais ils l'ont à la maison. Et dans les quartiers, vous arrivez, les enfants, ils sont assis devant leur cours, ils consomment. Devant leur télécentre, ils consomment. Peut-être les chicha lounge, on va les fermer, mais les chicha love vont rester. Mais c'est vrai. Non, les chicha lounge vont être fermés, mais les chicha home
À la maison. Allez-y, mon cher. Oui, moi j'ai dit tout simplement que on veut juste montrer qu'on est préoccupé par une situation, mais on n'a pas envie de mettre un terme ou de réglementer la consommation de la chicha dans notre pays. Souvenez-vous, déjà, il y a un décret qui interdit, par exemple, la consommation, la commercialisation, la distribution du tabac et des produits dérivés dans notre pays. Et ça, c'est depuis 2012. Ce décret-là existe. Il a été signé. Il n'a jamais été appliqué. On est venu en 2017. Il y a eu encore une sortie du colonel Thiebourou qui disait qu'il venait mettre en application une mesure des ministres du commerce, de la sécurité, etc. etc. Ouais. Ça, c'était encore l'interdiction. 2018, on ne parlait plus d'interdiction, on dit il faut réglementer. Donc, ça n'a pas été réglementé. Il y a eu plusieurs arrestations dans la zone de Kaporo. En 2019, on a encore parlé d'interdiction. Je ne comprends pas que chaque année, on revienne pour dire on va interdire, on va interdire. Est-ce qu'ils oublient qu'ils avaient pris déjà quelques années auparavant une mesure qui interdisait la consommation de la chicha? Moi, je pense que c'est pour nous amuser tout simplement. Sinon, on aurait dû voir des actions concrètes sur le terrain, soit dans le sens de la réglementation, comme ce fut le cas en 2018. Je crois que c'est vers cela il faut aller, ou alors dans le cas de l'interdiction, parce qu'on sait pertinemment qu'on ne peut pas interdire. Il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Si on n'a pas pu interdire la cigarette, ce n'est pas la chicha pour le fait de la nouveauté qui va être interdite. En tout cas, on va voir dans les faits comment ça va se faire. Ouais. Allez-y, Antoine Poclor. Ce qui est parfois bizarre, c'est que ce sont ceux-là qui ont tendance à vouloir interdire qui sont les plus gros consommateurs. Parlant de chicha, il y a de ces langes dont parle Daouda Mohamed qui sont uniquement réservés à de gros bonnets, qui ne sont pas pour les petits mamadou et qui s'y adonnent à cœur joie. Et très souvent, lorsque vous vous rencontrez, ces yeux voient, bouche, parlent pas, parce que voilà, c'est souvent le paradoxe dans ce pays. Je fais le constat que la plupart des Guinéens ont tendance parfois à dire que je n'aime pas telle chose verbalement, mais lorsque vous les rencontrez parfois dans des occasions nocturnes ou discrètes, vous vous rendez compte que publiquement, il y a un discours, mais derrière, c'est tout autre. Ouais. La consommation de l'alcool, mais voyez combien sont ceux-là qui s'y adonnent. Mais voyez-les publiquement lorsqu'ils s'expriment. Quand on vous dit que ceux-ci prennent de l'alcool, vous n'allez pas croire. Et donc, c'est important que nous arrêtions parfois de se contredire. Si on veut interdire une chose, c'est bien, mais il faut la motiver. Il faut motiver nos décisions parce que c'est important. Il faut que nous, population, comprenions pourquoi telle décision. Quand on ne la comprend pas, mais on estime que parfois c'est de l'abus d'autorité et ça peut passer comme cela. Voilà, vous êtes chez les GG sur Radio Espace. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Également sur Espace TV, tous les matins, vous avez accès à cette émission. Mesdames et messieurs, vous le voyez maintenant à l'écran. Notre invité, évidemment, le président de ZECI, c'est bien sûr Monsieur Fodé Mohamed Souma. Avec lui, on parlera politique dans un instant. Voilà, beaucoup de réactions des auditeurs. Avant de continuer, voilà, on a ce auditeur qui nous envoie ce message. Morlaï, du côté du Fouta. Bonjour les grandes gueules. Il y a l'arôme love, menthe, café, pomme. Voilà, je pense que c'est un habitué un petit peu. Hein. Et voilà quoi, lui il est du côté de l'abbé qui nous envoie ce message. Arissa Toussou même aussi qui nous écrit de la rédaction d'Espace. À vous entendre, c'est comme si la chicha est seulement dangereuse pour les jeunes. C'est un produit néfaste pour tous et aucune raison ne doit primer sur celle sanitaire. Donc c'est Arissa Toussou qui nous envoie ce message. Merci beaucoup à Arissa Toussou. Et puis voilà, beaucoup de réactions. On va revenir un peu plus tard là-dessus avec vous. Notre invité est déjà dans ce studio, Monsieur Souma, Fodé Mohamed Souma, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue sur Radio Espace. Est-ce que vous consommez de la chicha ou pas du tout, en toute sincérité? Non seulement je n'en consomme pas, j'ai plus de 30 ans de faux état, je ne connais même pas le goût de l'alcool, de la bière. 30 ans de faux état. Ouais. En tout cas, bienvenue dans notre émission. Bonne année. Bonne année. Tous mes voeux, ainsi qu'à vos téléspectateurs et les auditeurs.
Merci. Voilà, honorable, bienvenue chez nous. On en parlait tantôt. Cette résolution prise hier à l'Assemblée nationale. Apparemment, nos députés veulent dépolitiser le travail des autorités morales. Absolument. Dites-nous pourquoi cette résolution. J'estime qu'elle arrive à point nommé. Même si chez nous, on dit souvent qu'il vaut mieux tard que jamais. Il est inconcevable d'être dans un pays laïque, une république, où les rôles sont partagés, où les dispositions contraires sont décidées, où n'importe quel Kuntigi patriarche peut interpeller le chef de l'État ou le juge. Je trouve que c'est inadmissible. Même hier, à l'Assemblée, de la bouche même du président, il y a des députés qui ont été interpellés par leur communauté pour leur dire de ne pas voter. C'est pour vous dire que nous sommes sur un terrain glissant et qu'il faut faire quelque chose. Et il y a des radicaux parmi nous qui pensent qu'il faut les interdire. Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne les bons exemples, comme dans certains pays, comme le Bénin, le Sénégal. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que les Baga aient leur autorité morale, que telle ethnie... Parce que on n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a plus de 70 ethnies. Ils ont réussi à régler ce problème. Eh bien, moi, je pense que ça, c'est une forme vraiment de raccourci et de contournement. Les Ivoiriens l'ont réglé en constitutionnalisant le rôle des Au Sénégal, je vous donne l'exemple. Par exemple, le chef des Baga, il a une dotation, il a une voiture, une garde qui fait qu'il n'a pas besoin des politiques. Je crois que nous devons aller sur ce terrain afin que Fodé Mohamed Souma n'aille pas voir un truc parce que le président Alpha Condé l'a enlevé ou bien parce que sa femme passe en jugement. Non, il faut que l'État reste fort. Et c'est pourquoi je parle de restauration de l'État. Alors, justement, le débat tourne autour de la possibilité ou bien des chances de pouvoir changer la donne. Quand on prend, comme vous le notiez, c'est la politisation à outrance, surtout ces derniers temps, quand on a entendu les politiques s'inviter dans le débat politique. Et dans la résolution, il y a quelque chose qui interpelle quand on sait que le président aussi, son rôle a été vivement indexé. Absolument. Et il y a, par exemple, cette partie qui dit le pouvoir exécutif en traitant les cas de coordination régionale et les organisations assimilées devrait éviter d'être la source d'approvisionnement financier de ces structures informelles. Déjà, le mot « devrait » interpelle plus d'un pour dire que c'est léger. Vous êtes d'accord? Quand je dis léger, vous savez, quand on s'adresse au chef de l'État quand même, ou quand on l'interpelle, il faudrait éviter des mots caractériels ou je ne sais quoi. Je pense qu'en tout cas, on l'a interpellé sous le fait qu'il est une partie du problème. Maintenant, il devrait être une partie de la solution. Qui est une partie du problème? Le président? Ah oui, absolument. Lorsque le président cautionne que j'enlève Mamfou Diabango, mais le patriarche ou le Kuntigi ou je ne sais quelle autorité vient m'interpeller pour que je la remette encore en place, mais il est interpellé. Lorsque un juge décide que Fodé Mohamed Souma est coupable et que derrière, ils viennent faire un non-lieu, c'est grave. Je crois qu'il faut que la restauration de l'autorité de l'État soit enfin une réalité et ça passe par la tolérance zéro, ça passe par garder ces structures dans leur forme originelle. C'est-à-dire, on en a besoin. Autorité morale. Dès le départ d'ailleurs. Quand on prend le cas de Zéré Corée, ce qui se passe de ce côté, je sais bien que c'est inadmissible. Officiellement, on nous dit que le pouvoir ne se mêle pas, mais officieusement, évidemment, il y a la main du pouvoir. Non, c'est clair, c'est clair. Oui, mais on ne peut pas mourir pour des détails aussi subalternes. C'est pas possible. On est dans un État laïque, dans une république. Je crois que tous les citoyens devraient être logés à la même enseigne. Et si nous poursuivons sur ce créneau, eh bien, c'est là qu'on va arriver à avoir une nation. D'accord. Moi, j'ai un problème avec quand même le contenu de la résolution. C'est vrai, il y a 6 points. C'est vrai, on demande au chef de l'État aujourd'hui de s'affranchir de ces autorités morales parce que tout simplement, ils influent parfois sur les prises de décisions, notamment les nominations au sein du gouvernement et à certaines hautes fonctions, mais sauf qu'elle n'est pas coercitive.
Nulle part dans la résolution on nous dit bon. Ce n'est pas notre rôle. Si toutefois on invitait à la haine ou une autorité plombait l'atmosphère ou l'équilibre social, voilà les sanctions peut-être qui peuvent en découler. Il n'y a pas de coercition dans la résolution. Ce n'est pas notre rôle, c'est à la justice de sévir. Oui, mais vous pouvez aussi prévoir c'est vrai que pour l'instant, ce n'est qu'une résolution, ce n'est pas encore une loi. Ouais. Et c'est quand le président de la République va se prononcer là-dessus et qu'on va voir est-ce que ça peut être désormais comme une loi. Mais est-ce que le problème, c'est l'élite parfois? C'est vous, les cadres politiques, qui instrumentalisez ces sages dans les villages, dans les régions? On parle de bagarre, il faut que les bagarres se mettent derrière leurs fils. On parle de Thomas, il faut que les Thomas se mettent derrière leurs fils. On a vu le cas Mathurin ici, on a vu le cas Pivi, beaucoup d'autres. Même Tchekboro, quand parfois le Konya s'est levé, même Damaro, le président de l'Assemblée. On a vu à Kindia même. Le président de l'Assemblée. Est-ce qu'il n'y avait pas lieu d'aller plus en profondeur, comme il l'a dit, prévoir dans la résolution des mesures coercitives? Vous savez, une résolution répond à un certain cadre. C'est ce que nous avons fait. Lorsque nous devrons maintenant passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire la loi, ou même faire une proposition de loi, c'est là que le contenu va être beaucoup plus dense. Mais pour le moment, on interpelle, on fait en sorte qu'il y ait une prise de conscience générale. Ce qui se passe à Massanta devrait interpeller tout le monde. Parce que si nous ne faisons rien aujourd'hui, je vous dis, les dérapages incontrôlés nous attendent au carrefour. Je veux parler de tout ce qui se fait dans l'ethnostratégie, les personnes emprisonnées. On a tout mis dans le sens, dans la calebasse de la politique. Et aujourd'hui, la politique guide ce que j'appelle la politique politicienne, et nous voulons écarter un peu plus les politiciens pour que les politiques prennent leur place. Voilà, notre invité ce matin chez les GG, M. Fodé Mohamed Souma, président donc de GESI. Allez-y, Antoine. Je rappelle que ce sont 6 points qui sont contenus dans cette résolution. Au 5e point, vous dites le ministre de la décentralisation devrait veiller sur la problématique des patriarches familiaux et préfectoraux dont les principes ancestraux de désignation reposent sur la gérontocratie. Ça signifie quoi? Vous savez, il y a de nouveaux mots que nous découvrons aujourd'hui en Guinée. Patriarche, Kuntigi, ça n'existait pas. Ouais. On avait la lignée. Et tant qu'on suivait cette lignée, il n'y avait jamais de problème. Ouais. Lorsque vous allez chez les Girassi et qu'on sait que la lignée, c'est de père en fils, et que le plus âgé prenne la succession, il n'y a pas de discussion. Ouais. Donc c'est ce que nous voulons dire. On prend l'exemple de Nzerekoé par exemple. Oui. Le fils, c'est son père qui a dit qu'il serait l'héritier. Hier, on a écouté le maire qui l'a confirmé. Mais avant-hier, il y a Sekou Swapé qui disait que ce sont les oncles qui doivent succéder au père. Alors à ce niveau, est-ce que votre demande s'applique à ce niveau et à quel propos? À quel degré? À quel degré? Tout dépend de ce qu'on dit. Il y a des sociétés matriarcales comme chez les Baga. Il y a des sociétés où c'est de père en fils. Oui. D'autres, ce sont les oncles, c'est-à-dire les enfants des sœurs, des frères. Ça dépend. Mais moi, je dis, si la lignée est respectée, quel que puisse être le cas de figure, il n'y a pas de discussion. Même si, regardez ce qui s'est passé en Thaïlande, ce qui s'est passé au Japon, lorsque la lignée est respectée, même si c'est un fou qu'on doit habiller, nettoyer, laver, on va le faire. Mais du moment qu'on va se dire, ah moi, mon grand-père était ici, ah moi, j'habite ici depuis 30 ans, je suis né ici, c'est là où il y a la confusion. Mais sinon, la lignée, c'est ce qu'il y a, c'est le point d'ancrage de nos sociétés séculaires. Bien. Allez, on va essayer de parler politique maintenant, Daouda Mohamed. Oui, la GESI, c'est Génération Citoyenne, dont vous êtes le président. Absolument. Et il y a aujourd'hui des interpellations, ça et là, sur un éventuel dialogue dans le pays. Dans quel cadre s'inscrit la GESI? Vous savez, pour parler de dialogue, il faudrait planter le décor. Moi, je crois qu'il n'y a pas lieu de parler de dialogue. C'est une façon de mettre la charrue avant les bœufs. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sortons d'une élection. Il y a une crise post-électorale qu'il faut gérer. Donc, ça doit passer par une accalmie, par apaiser la situation.
Donc c'est pourquoi la GC a appelé à ce que les personnes arrêtées soient libérées. À défaut, que ces personnes soient jugées. Oui. Et ensuite, la justice va faire son travail. Mais vous ne pouvez pas transformer une détention provisoire en détention permanente. Avoir des grèves de la faim, avoir des personnes malades qui peuvent succomber. Je trouve que c'est malsain de vouloir surfer sur cette forme d'arrogance du pouvoir et de gouvernance orageuse. Pensez-vous qu'on a un pouvoir fou aujourd'hui en Guinée? Il n'y a que ce pouvoir qui est capable de mettre dans la balance la libération d'une quarantaine de personnes et l'éventualité d'avoir des millions de personnes dans la rue. C'est pour vous dire que c'est une attitude irresponsable. Mais de l'autre aspect, c'est vrai que ça peut être un avenant et une condition pour aller vers le dialogue. Il y a aussi l'autre côté, le président de l'UFDG, qui est toujours accouté sur une position et dit, pour tout dialogue, il faut d'abord reconnaître ma victoire. Est-ce que cela aussi ne complexifie pas un peu? Non, moi, je pense que c'est loué dans le déni. Et il faudrait qu'enfin, qu'ils comprennent que les législatives sont passées, l'Assemblée est installée, l'Assemblée a élu son président, son bureau, ses commissions et qui travaillent. L'élection présidentielle est derrière nous. La Cour constitutionnelle a fait son travail. Le président a été investi. Je crois que si on doit parler de quelque chose, c'est ce qu'il y a à venir, justement, pas ce qui est déjà passé. Voilà, et comment comprenez-vous, si on peut se permettre de dire ainsi, ces sursauts ces derniers temps? On a écouté Sidia Touré, je pense que c'était la semaine dernière, sur notre antenne, qui demandait le dialogue, entre autres. Beaucoup ces derniers temps, Faya Milimono, entre autres, et qui demandait aussi à dialoguer. Pensez-vous que c'est juste la forme et qu'au fond, c'est pas cela? Non, ils ont dit, allez, soyons réalistes. C'est du retard à l'allumage. Ah ouais? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe à autre chose. Qu'est-ce que vous appelez retard à l'allumage? Il faut qu'on interpelle les chefs de l'État pour qu'ils mettent l'accent sur ce qui n'a pas marché pendant ces 2 mandats. À partir de là, on avance. Donc vous pensez que l'heure n'est pas au dialogue? Le dialogue, pour moi, c'est mettre la charrue avant. Avant de parler dialogue, le dialogue, c'était avant. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est faire en sorte d'enlever une épine du pied au président, parce que là, il y a des consultations. Il va y avoir un gouvernement. Le président se sentira fort de ne rien devoir à personne, de ne pas avoir de patriarche, de contigui ou de sage qui va l'appeler, ou de jouer et de jouer à cet équilibrisme des vases communicants. Telle institution c'est pour telle ethnie. Non, c'est lui qui nous a mis dans cette situation. Est-ce que finalement, et il faut qu'il nous en sorte. Qui vous a mis dans cette situation? Le président de la Alpha Condé. Bien sûr. Lorsque vous créez des vases communicants sur des nominations, c'est très grave. Les nominations, c'est sur la base de la compétence et du mérite. Si vous mettez en avant la compétence et le mérite, qui va venir chercher qui est Lamine Guirassy, qu'est-ce qui est derrière cette structure ou qui est derrière ces résultats? Je crois que lorsqu'il y a des résultats, on s'en fout de savoir qui est derrière. Alors, c'est ce que vous dites là, c'est la norme, c'est la logique. Mais quand même, on a un président imprévisible. Et là, vous êtes en train de dire ce qu'il faut faire. Mais quel espoir garder que le président puisse nous sortir de ce statu quo? Moi, j'estime aujourd'hui qu'il n'a plus besoin de base électorale. Il n'a plus besoin de s'appuyer sur une région. Mais il y a la question de la succession. Aujourd'hui, il a 6 ans devant pour pouvoir changer la donne. Et je lui ai même fait une proposition parce que nous avons des élections communales inachevées depuis plus de 3 ans. Pourquoi ne pas coupler ces élections aux prochaines législatives afin qu'il ait 4 ans pour travailler? Il n'a jamais eu ça en 10 ans. 4 ans pour travailler, pour poser des actes, poser des résultats, et pourquoi pas entrer dans l'histoire. Effacer, essayer de gommer tout ce qui n'a pas marché. On a été pendant 10 ans en élection, en campagne électorale permanente. Aujourd'hui, il a cette possibilité, pendant 4 ans, aucune élection pour se mettre au travail, pour resserrer le tissu social qui est en lambeaux, faire en sorte que le fichier électoral soit assaini, que les élections communales et communautaires soient totalement découplées, afin que... parce que les élections communautaires, c'est une élection citoyenne. Monsieur Soumamo, moi, ce qui m'interpelle... Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que le président est pris en otage? Si oui, non, je ne suis pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit que le président est bon, c'est son entourage qui est mauvais. Je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit qu'il est prêt à mon entourage, parce que c'est lui qui choisit ses partisans. Moi, ce qui m'interpelle, ce sont les relations entre vous opposants. Parce que Alpha Condé l'a promis qu'il allait faire en sorte que l'opposition soit dans l'oubli du peuple. Et dans le constat des faits, c'est ce qui se voit aujourd'hui. On a un chef de file de l'opposition qui n'a que 4 députés à l'Assemblée. On a des opposants qui... Arrêtez d'être minimaliste. Il est chef de file, point barre. Qui n'a que 4 députés. Non, il est point barre. Parce que là, vous faites un élément comparatif avec les 37 qui n'a que 4 députés. C'est une réalité. Non, c'est le chef de file. De l'autre côté, c'est le chef. Et les opposants qui ne se parlent plus. Vous, par exemple, avec les autres de l'UFDG et de l'UFR, ce n'est pas évident que les relations soient au beau fixe. Qu'est-ce qui explique cela aujourd'hui? Comment comprendre que vous soyez divisés à ce point? Tout simplement parce que nous avons plus de politiciens que de politiques. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont dans le déni. Nous avons des gens, si ce n'est pas moi, personne d'autre. Tout le monde derrière moi. Alors que la donne, elle a changé. Aujourd'hui, l'Assemblée fonctionne. Et franchement, c'est le lieu de dire que notre bureau fonctionne. Que le bureau de l'Assemblée, que le président Damaro, avec qui j'ai eu à croiser le fer, et aujourd'hui donne une posture d'homme d'État, soucieux vraiment de la continuité au sein de cette institution. Il vous étonne, Damaro? Ah, bien sûr. Aujourd'hui. Damaro, président du groupe parlementaire du RPG, et Damaro, président de l'Assemblée, c'est deux personnes totalement différentes. On va essayer de faire replay, si vous me permettez, parce que quand il parle de politique ou de politiciens, moi je sais qu'il y a eu des rencontres entre vous et Alpha Condé et que vous étiez censés collaborer ensemble. Qu'est-ce qui n'a pas marché à la fin du compte? En toute sincérité, regardez-moi dans les yeux. Sincèrement, je sais que vous êtes dans le secret des jeux. Évidemment. Moi, je suis entré en politique en fond. J'ai jamais travaillé dans ce pays. Donc, j'ai une petite expérience que j'estime pouvoir apporter à mon pays. Vous avez demandé trop. Et je ne serais pas... Vous avez demandé trop. Vous savez, il y a une phrase... Il y a une phrase de moi que l'un de mes vice-présidents adore. C'est que de compromis à compromis, on finit par se comprendre. Justement. Donc, je ne me compromettrai jamais. Je ne me compromettrai jamais. Est-ce que un poste ministériel ou... Si demain le président Alpha Condé a besoin de moi sur des bases claires, je vous assure, je suis guinéen, je suis prêt à servir mon pays. Mais si c'est pour amuser la galerie... Je parle des rencontres antérieures, monsieur Souma, quand même. Vous êtes une grande gueule. Assumez, qu'est-ce que vous êtes dit avant? Le président, c'est d'abord un grand frère. Oui, je sais, c'est mon grand frère aussi. Voilà, c'est même mon papy aussi. Voilà. Et sincèrement, j'ai donné des conseils de frères. Mais en tant que politique, on n'est pas en phase. Mais en tant que frère, nos relations sont au beau fixe. La raison de votre déphasage. La raison de votre déphasage. J'estime aujourd'hui que ce pays a besoin d'accalmie. Ce pays a besoin de compétences. Ce pays a besoin de se développer, de sortir de cette... Et Alpha Condé n'utilise pas, s'il vous plaît. Alpha Condé n'utilise pas les compétences. Il fait plus de politique que de penser au développement et à la prochaine génération. Moi, je reviens à la question de l'état de santé de l'opposition guinéenne. Parce que apparemment, vous admettez que ça ne va pas du tout. Comment est-ce que vous l'expliquez? Ça ne va pas, c'est excessif. Non, mais ça ne va pas du tout. Ça, c'est il y en a qui se mettent de travers ou de côté, mais sinon... Qui sont ces gens-là qui se mettent de côté? Ceux qui se sentent... nous, on nous appelle petits partis. Il y en a qui s'estiment être des mammouths, je ne sais quoi. Donc aujourd'hui, c'est nous qui sommes à l'Assemblée. C'est les petits partis là qui sont à l'Assemblée et qui font un travail pour la Guinée. À l'Assemblée, peut-être, mais beaucoup pensent que ça a été négocié. Lansana Kouyaté récemment l'a révélé sur une radio de la place en disant qu'Alpha Condé lui a promis 2 députés. C'est pourquoi il n'a pas été aux élections. La plupart de ceux qui ont été aux élections, ils y ont été parce qu'on leur a promis des députés. Et tout était déjà pratiquement scellé sur papier avant qu'ils partent aux élections. Vous avez des informations. Nous, on a battu campagne. Kouyaté nous a révélé que Alpha Condé lui a promis 2 députés, c'est pourquoi il n'a pas été aux élections. Moi, je crois quand même qu'il ne devrait même pas parler de ça. Lorsqu'on est le PDN, on a participé aux élections majeures, on a été la 4e force politique. On ne peut pas se réduire à 2 députés. Et sur certaines même, nous apprenons que d'autres même, les cotations là ont été ça a été négocié, tout a été négocié. Et payé d'avance même par les comment voyez-vous? Mais moi j'ai un problème quand même. Allez-y, on va aller très vite. L'avenir de l'opposition guinéenne. L'avenir. Tout dépend du virage que nous sommes en train de prendre.
ce virage aujourd'hui, il est fait de quoi? Il est fait de vision. Aujourd'hui, on manque de leadership, on manque de vision. Donc le jour qu'on va mettre en corrélation ces deux exigences, je crois que l'opposition sera forte parce que ce pays a besoin de contre-pouvoir. Bien. Et l'affaiblissement du FNDC, l'implosion au sein de l'opposition ne fait qu'arranger le pouvoir, mais pas la Guinée. Oui, c'est vrai. Justement, moi, c'est par rapport au contre-pouvoir. D'ailleurs, parce que si nous ne mettons pas en place ces institutions fortes, c'est la plus forte qui est en train de s'imposer aujourd'hui, l'exécutif. Et d'ailleurs, l'Assemblée nationale, normalement, qui est une représentation du peuple, aujourd'hui, sinon on voit le nombre de députés de l'opposition et par rapport au pouvoir, quand même, la distance, elle est grande. Est-ce qu'il ne faudrait pas ça de l'extérieur, mais à l'intérieur, oui, mais sauf qu'avec les résolutions, les lois organiques qu'il faut voter, ça risque d'être une boîte d'enregistrement. Non. Je vous assure que nous travaillons. Pourquoi on estime la nécessité aujourd'hui? Est-ce que vous écoutez le président de l'Assemblée? Oui, on l'écoute. Est-ce que vous écoutez le président du groupe? C'est pourquoi je suis pressé que la digitalisation soit une réalité pour que les Guinéens voient qu'à l'Assemblée, ce sont des élus qui travaillent pour le pays et non pas une mouvance, je ne sais pas, comment dirais-je, majoritaire, je ne sais, non, nous travaillons en bonne intelligence. Voilà. Et si vous regardez la résolution, on n'a jamais vu un président de l'Assemblée parler ainsi au président de la République, c'est-à-dire à l'exécutif. Justement, Fodé Mohamed, ce moment, je suis très 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 bluffé ce matin. Notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. S'abstenir, il n'en a pas l'air, hein, Daouda Mohamed, notre invité ce matin. On vous posera des questions, vous répondez par oui ou par non, et derrière, vous allez vous adresser évidemment au peuple de Guinée. Allez-y, mon cher Mohamed. Oui ou non, vos députés à l'Assemblée ou votre statut à l'Assemblée nationale a été négocié avant même le scrutin? Non, pas du tout. Pas du tout. On a battu campagne dans tout le pays. Oui ou non, le deal entre Fodé Mohamed Souma et Alpha Condé n'a pas marché, c'est pourquoi il s'est maintenu à l'Assemblée. Sincèrement, il n'y a jamais eu de deal. Oui ou non, cette opposition à l'Assemblée aujourd'hui est beaucoup plus proche de Alpha Condé? Loin de là. Même la majorité, elle est autant critique que l'opposition. Il faut voir les intercommissions, les questions posées aux ministres, ainsi que les examens de vote. Je peux vous assurer que sincèrement, lorsque un ministre vient à l'Assemblée, il ne vient pas vraiment sur du volo, mais bien préparé. Oui ou non, pour une question d'unité, il faut aller vers la dissolution de ce Parlement? Le problème n'est pas au niveau du Parlement. Moi, je suis pour toutes les solutions qui pourrait permettre à la Guinée d'avancer et dans la paix, dans la quiétude sociale. Et si ça passe même par reprendre les élections ou je ne sais quoi, tout ce qui peut contribuer à la paix, je suis preneur. Oui ou non, il est plus que jamais nécessaire de passer à l'état général de l'opposition guinéenne? L'état? Aux États généraux. Aux États généraux? Je pense que c'est impossible. Mafoudia. Oui. À cause des égos. Oui ou non, c'est parce que Cellou Dalein Diallo a voulu que vous le suiviez, que vous n'avez pas trouvé votre place dans cette opposition? Non, pas du tout. Cellou et moi, le divorce est consommé depuis 2013, mais il reste mon ami. En dehors de la politique, il reste mon ami. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans cette émission. J'aurais vraiment voulu vous avoir pendant des heures. Vous avez cette caméra, Monsieur Souma, évidemment. Eh bien, vous avez à vous adresser évidemment à vos militants qui vous regardent à la télévision et qui vous écoutent à la radio. Ben, je vais commencer d'abord par la situation délétère qui prévaut et en m'adressant au chef de l'État. Monsieur le Président, vous avez aujourd'hui gagné ces élections. Vous avez 6 ans devant vous pour rectifier le tir, pour rétablir les normes. Je pense que ça commence d'abord par apaiser la situation. Et une fois, après avoir apaisé la situation, c'est-à-dire élargir toutes les personnes arrêtées et puis essayer de constituer vraiment une task force. Il ne sert à rien d'avoir pléthore de ministres. La Guinée n'a pas besoin de plus de 20 ministres. Et ensuite, pensez à ce que vous allez laisser comme héritage pour la prochaine génération. Au peuple de Guinée, je leur dis qu'on ne peut rien obtenir dans la division. L'ethnostratégie est à bout de souffle. Aujourd'hui, il faudrait que chacun se rende compte qu'aucune ethnie, personne ne pourra se sauver seul. Et ça passe aussi par l'éveil des consciences.
Je crois, regardez un peu comment ce gouvernement incompétent a géré cette pandémie. C'est l'occasion de vous dire qu'il faut resserrer les rangs. Il faut en revenir aux gestes barrières, au port du masque. Il faut faire en sorte, au moment où le monde se reconfine, on a l'impression que la maladie a disparu chez nous. Et après, on dira, Alena Réguré. C'est maintenant qu'il faut que chacun se donne la main pour que nous puissions avancer. Et aux militants de la G6, c'est de leur dire qu'il faut se préparer aux échéances futures. Nous travaillons dans ce sens. Nous faisons en sorte que, à défaut de la conquête du pouvoir, que l'exercice du pouvoir soit une réalité. Je vous remercie. Waouh, bluffé. Fodé Mohamed Souma, évidemment, retenez. Non, mais je suis vraiment bluffé, hein, sincèrement parlant. Voilà. Il était notre invité ce matin. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Tous les matins également, vous nous regardez à la télévision. Merci à vous, à l'international. Continuez à réagir. Dans un instant, c'est Awadjan Doucouré que nous allons joindre évidemment sur notre antenne. Mais d'abord, quelques réactions, si vous le voulez bien, avant de continuer avec ce auditeur qui nous écrit. Youssouf, je suis très content de cette interdiction de la chicha. Elle est nocive pour la santé. Il faudrait me demander qu'on dépose tout le matériel au niveau de l'État. Cette armée c'est une arme de destruction massive, pardon, même s'il faut contre une récompense. Donc c'est Youssouf qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre aussi, Tunkara, le régulier, qui nous écrit: je pense que l'interdiction de la consommation de chicha devrait être accompagnée donc par la cigarette, parce qu'elles ont les mêmes effets sanitaires. Interdire la chicha et autoriser donc la consommation de la cigarette, même en milieu public, c'est paradoxal. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Abou le gouverneur aussi qui nous écrit bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. C'est un communiqué salutaire. Voilà, merci beaucoup. Et c'est le dernier évidemment. Allez, nous partons sur le terrain avec notre invité qui est déjà là. Bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? Dieu, ça va très bien, Dieu merci. Madame Doucouré, il faut le rappeler, hein, vous êtes donc l'épouse de Foniki Manguet et elle est en direct ce matin. Alors madame, vous étiez à la maison centrale pour rendre visite à votre mari. Dans quel état réel il se trouve aujourd'hui au 13e jour de sa grève de la faim? Bonjour, moi c'est Awadjan Doucouré, madame Silla. Hier j'ai été à la maison centrale pour rendre visite et en général, physiquement et mentalement, ça n'allait pas très bien. Physiquement, il se plaignait des maux de ventre. En le voyant marcher, il traînait un peu. Il me disait qu'il avait des vertiges et tout. Et depuis lors, il n'a pas encore reçu le soin. La grève de la faim, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il ne s'alimente pas du tout ou il mange peu? Arrêtez complètement, parce que depuis qu'il a commencé la grève de la faim, moi personnellement, je n'ai pas apporté à manger. La première fois que je l'ai amené le premier jour, il a retourné, il m'a dit de ramener ça. Il n'a pas touché et depuis lors, il m'a carrément dit de ne rien l'apporter à manger. Alors, grève de la faim rime avec dégradation de santé. Dites-nous, est-ce qu'il y a aujourd'hui une consultation? Est-ce qu'il est sorti pour aller voir son état de santé? Qu'en est-il? Bon, jusqu'à date, hier, j'ai été là-bas. À date, aujourd'hui, il n'a pas encore fait de consultation. Il n'est pas sorti des locaux de la maison centrale. Il est allé ils ont une petite infirmerie là où il est allé signaler son état de santé. Mais aujourd'hui, rien n'a encore été fait. Alors justement, deux questions. La première, c'est le procès, parce que vous demandez à ce qu'on accélère les choses, parce qu'il est en détention, son état de santé se dégrade. Est-ce que vous avez pris langue après votre visite avec les avocats pour comprendre réellement qu'est-ce qu'il faut faire rapidement pour aller vers ce procès? Ça, c'est la première question. La deuxième, nous apprenons que le document qui doit vous permettre de rencontrer votre mari est arrivé à expiration et que les autorités compétentes ne seraient pas... disons, apte à vous renouveler ce permis.
Bon, pour la première question, hier, j'étais censée être l'avocat lui-même de Jamet Sia. Il n'est pas seul, mais disons qu'il est un peu plus dégourdi. Je devais aller hier avec lui à la maison centrale. Au moment où je suis allée en procès, à la cour d'appel, c'est pas comme s'il n'était pas dessus, mais je pourrais dire, en conclusion, c'est une question de mauvaise volonté, quoi. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il est arrêté arbitrairement, c'est la deuxième fois. La première fois, il a fait 4 mois de détention, il a été libéré et déclaré non coupable. C'est la deuxième fois qu'il est à la maison centrale. Quand ils l'ont arrêté, il y avait 3 chefs d'accusation. 2 sont déjà, ils ont déjà retiré 2. Ils le gardent encore jusqu'à présent. Ils disent que attroupement illégal. Ouais. Attroupement illégal pour quelqu'un que vous avez attrapé sur une moto. Bien. On a bien compris, Madame Doucouré, Madame Awadian Doucouré, donc Madame Silla, épouse donc de Fonike Menguel, était en direct ce matin chez les GNO. Pris par le temps, malheureusement, je dois vous laisser. Merci beaucoup en tout cas, Madame. Bon courage à vous. Merci à vous tous à l'international. Grand merci à Amadou Sou qui a réalisé l'émission à la radio, à Kabine Condé, à Nalaï Sidibé côté régie. Grand merci à vous tous. Demain, c'est Madame Yoro que vous allez retrouver évidemment pour le compte de cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace. Dans un instant, c'est Arnaud Béché qui vous retrouvez depuis Paris. Nous, on se retrouve lundi. Prenez soin de vous. Bon week-end. Au revoir.